Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée, mais d'abord, les titres. Elles sont très sollicitées par les parents d'élèves pour l'instruction de leurs enfants, mais une question demeure, les écoles confessionnelles sont-elles pour autant une référence en matière d'éducation? Esquisse de réponse dans ce journal. Dougou renforce la sécurité de ses populations, des commissariats de police désormais érigés dans 3 arrondissements de la ville. Les infrastructures ont été inaugurées et mises en service. Et puis eux, ils sont devenus indésirables en Libye. Des migrants nigériens ont été rapatriés vers leur pays d'origine. Ils sont près de 200 à prendre départ de l'aéroport de Mitiga. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. Ils sont plus de 50 et ils siègent désormais à la Commission nationale de la législation et de la codification, une instance créée par le gouvernement. Ils ont été donc installés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a procédé justement à cette installation mercredi dernier. L'Observatoire a été saisi de plaintes contre un organe de presse et un acteur des médias. La première plainte est portée par le directeur du CNHU contre le journal Nord-Sud quotidien. Il aurait mis dans sa parution 936 du vendredi 11 novembre 2016 « SOS, on tue les malades » avec les images du portail principal du CNHU en illustration. L'ODEM constate que le journal n'a pas apporté les preuves de ses écrits. Le journaliste a manqué de professionnalisme dans le traitement de l'information. Ben voilà, toutes nos excuses. J'annonçais plutôt cet élément relatif à l'installation des membres de la Commission nationale de la législation et de la codification, une instance créée par le gouvernement. Eh bien, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a procédé à leur installation mercredi à son ministère. Regardez. Je vous déclare installé dans vos missions, dans vos fonctions. La Commission nationale de la législation et de la codification est un organe interministériel créé par le gouvernement, mais élargi aux autres composantes de la société. Sa mission repose sur 3 piliers. La Commission est chargée de regarder dans la législation béninoise où il y a des insuffisances. Lorsqu'elle ressent à tel ou tel autre niveau qu'il y a de l'insuffisance, elle peut faire des propositions au gouvernement. Deuxième mission, lorsque ce n'est pas elle-même qui élabore les avant-projets et que les avant-projets sont élaborés au sein des ministères, son rôle, c'est de prendre ces projets-là et de dire ce qu'elle en pense. C'est ça qu'on appelle donner des avis sur les avant-projets de loi. Troisième mission, c'est de faire de la codification. C'est-à-dire que lorsque vous avez une matière sur laquelle vous avez plusieurs lois, vous avez plusieurs règlements, vous pouvez essayer de les rassembler, les codifier pour en donner une lisibilité. C'est un outil technique mis à la disposition du gouvernement, mais aussi un espace de dialogue entre les représentants de l'État et les organisations qui ne sont pas dans cette sphère. La première recommandation, c'est l'humilité des uns à l'égard des autres. C'est parce que la contribution de chacun est nécessaire qu'il a plu à l'autorité compétente de faire en sorte que la commission soit tout aussi diverse. Deuxièmement, la disponibilité. Je voudrais espérer que votre disponibilité, votre présence, votre professionnalisme seront telle sorte, telle qualité que le gouvernement ne pourra pas se passer de vous. Les membres de cette commission sont installés à un moment où sont entamées des réformes législatives capitales, d'où a priori l'importance de la mission à eux assignée. Un reportage de Rebecca Kenjaoundé et de Jérôme Rumbo. Et puis on parle maintenant de ces audiences au Conseil économique et social. Le président du CES a reçu le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, ainsi que le réseau des organisations de la société civile pour le développement durable. Mylène Fanou et Jérôme Rumbo nous font le point de ces audiences. Le réseau des organisations de la société civile pour les objectifs de développement durable est né en décembre 2016.
À cette audience, la présidente est allée présenter les objectifs de développement de son organe. Le président, il nous a accueillis favorablement, il nous a félicité d'être nés, il a apprécié le fait que notre réseau quitte depuis le sommet et a des ramifications jusqu'au niveau local, ce qui est la toute première fois qu'on a un véritable réseau de ce genre au Bénin. Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'espace UEMOA est un creuset de réflexion sur le secteur de la formation technique et professionnelle des jeunes. La 7e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle qui s'est tenue à Bamako a pris certaines résolutions, on va dire politiques. La première décision a été de confier au leadership du président malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta, de porter donc le leadership de la formation des jeunes et de leur insertion économique au sein de l'espace UEMOA, au même titre que les autres pays portent d'autres thématiques. La deuxième décision politique, c'est la mise sur pied d'une mission de haut niveau composée de 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et le Sénégal, qui président le cadre de concertation. Et cette mission de haut niveau va sillonner les 8 pays de l'UEMOA pour rencontrer les chefs d'État de chacun de ces pays et porter à leur niveau un plaidoyer en termes de financement des initiatives du cadre de concertation, donc financement renforcé de la formation des jeunes et de leur insertion économique. Donc voilà des informations que je suis venu porter à la connaissance de l'autorité. Il a également sollicité une introduction par les autorités auprès des pairs de l'UEMOA. Et puis je l'annonçais dans les titres, les 3 premiers arrondissements de Djougou disposent désormais de commissariats de police. L'inauguration des joyaux a eu lieu en présence des dignitaires religieux de Djougou et des autorités politico-administratives de la ville. Ces infrastructures viennent ainsi renforcer le niveau de sécurité des personnes et des biens dans la ville et ses environs. Voilà le reportage de Abdoulofou Idrissou et de Ousmane Baparabé. La ville de Djougou, désormais dotée de 3 commissariats d'arrondissement pour mieux sécuriser la population. Cette décision du gouvernement vient à point nommé, pensent les autorités en charge de la sécurité des personnes et des biens dans la Donga. Dans la mesure qu'elle traduit la volonté du gouvernement d'assurer à toute la population béninoise et celle de Djougou en particulier une quiétude et une sécurité à travers les forces de sécurité publique de proximité. La ville de Djougou est en train de connaître un développement. Cela veut dire qu'il doit s'en suivre une sécurité adéquate. La première autorité communale mettra l'accent sur la coopération avec les forces de l'ordre dans l'accomplissement de leur mission républicaine. La question de la sécurité est comme un monstre de la mer qui, quand on le coupe une tête, sans autres y apparaissent. C'est donc le lieu pour moi d'exhorter les populations à une collaboration étroite avec les forces qui sont nuit et jour à notre service pour assurer notre sécurité. Messieurs les commissaires, nouveaux commissaires promus, je voudrais vous rassurer de mon soutien et de celui de mon conseil communal à œuvrer pour la réussite de votre mission pour le bonheur de nos populations. Les dignitaires religieuses et têtes couronnées prient également pour l'insécurité zéro dans la cité de Atchokouma. La cérémonie force simple de mise en service des commissariats d'arrondissement de Djougou prend fin par l'inauguration des différents locaux. Et puis on reste toujours dans le septentrion et on parle de ces séances de concertation de la mairie de Parakou avec les responsables de la communauté islamique de la ville. Objectif, sensibiliser les collectifs des imams des 3 arrondissements de Parakou sur le bien fondé de la mesure d'interdiction du gouvernement au sujet de l'occupation des voies publiques lors des prières de vendredi. Ronald Robinson pour plus de détails. L'interdiction d'occuper les voies publiques lors des prières de vendredi par le gouvernement est une décision comprise et même soutenue par les responsables de la communauté islamique de Parakou. Dans le département de Borgou, les gens ne font pas les prières dans les rues, au fond où on barre les routes pour dire on ne passe, non. Et même si on doit faire la prière dans les rues, c'est à peine 10 minutes. Ce n'est pas interdit de faire la prière dans la cour des mosquées ou bien à côté de la mosquée. Parce que si on dit qu'on va faire la prière sur la route
publiques ou bien sur les voies publiques, on va déranger les gens. Et encore, tu peux raconter les choses qui n'est pas bon lorsqu'on est en prière de voir ça. Si vous êtes sur la route, un camion sans le savoir, ça va tuer beaucoup de personnes. Notre religion même, le Coran a refusé de prier sur la route. Des séances de concertation organisées par la mairie avec les responsables musulmans dans les 3 arrondissements de la ville. Il a été lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la construction de nouvelles mosquées pour les prières de vendredi. Nous avons décidé que tous ceux qui sont déjà prêts à ouvrir une mosquée, qu'on étudie la possibilité de le faire avec les imams, et dès lors qu'on retient qu'on ne trouve plus de raisons au-delà de ce que nous avons retenu ensemble. Une volonté manifeste se dégage à l'issue de ces séances en vue de la multiplication de ces lieux de culte. Et puis, retenez ce nom, Albert Koudoumi, il est le nouveau chef d'arrondissement de Sey. Ses collègues conseillers l'ont élu mardi par acclamation et c'était en présence d'une délégation préfectorale, j'y arrive, du Mono. Cette élection fait suite, on se le rappelle, fait suite justement à la décision d'annulation de vote de Justine Tossou par la Chambre administrative des comptes. On fait le point avec Henri Fachinan et Évariste Zouman. La Chambre administrative de la Cour des comptes rendant son verdict d'annulation de vote a modifié la composition du conseil communal de Kouyogbé. Kossivi Alagbe, 3e sur la liste AND, est racheté au détriment de Justine Senou-Tossou de l'Alliance Éclaireur qui jusque-là était la seule femme du conseil communal et précédemment chef d'arrondissement de Sey. Elle quitte donc le collège des conseillers et cède son fauteuil de CA à Albert Koudoumi. Il a été élu par 10 des 17 membres du conseil communal réunis en séance le mardi 14 février 2017. Je suis très ému de ce vote ce jour-ci. Cette élection s'est déroulée dans une bonne ambiance, un motif de satisfaction salué par la délégation préfectorale et l'ensemble des conseillers. L'élection s'est très bien déroulée. Koudoumi, Albert a été élu CA pour 10 voix sur 17. Son challenger a obtenu 5 voix sur 17. Le maire de Kouyogbé, Syriac Domingo, regrette l'absence de l'unique femme conseillère de la commune de Kouyogbé. La partie adverse qui se dit opposition n'a pas voulu que la dame reste avec nous. Le leader a lutté pour faire partie de cette dame. Le leader nous a fatigués. Moralité, autant la loi peut faire souffrir les uns, autant elle peut rendre heureux les autres lorsqu'elle s'applique. Et on parle éducation maintenant avec ces écoles très prisées par les parents d'élèves, les écoles confessionnelles qui intéressent plusieurs parents d'élèves, entre autres pour leur sérieux et la rigueur dans leur méthode d'enseignement. Ces raisons vont parfois au-delà de l'obédience religieuse des personnes qui les sollicitent. Alors question, sont-elles pour autant les meilleures? Les écoles confessionnelles sont-elles une référence en matière d'éducation? Mylène Fanou et Calvador Awanon se sont intéressés au sujet. Voyez le reportage. Ici, nous sommes au complexe scolaire Saint-Augustin de Cotonou, une école confessionnelle qui pourtant abrite des apprenants de plusieurs religions. Les écoles confessionnelles sont des écoles, n'est-ce pas, où il y a un certain sérieux, n'est-ce pas, par rapport aux autres établissements. Quand vous prenez pratiquement toutes les écoles confessionnelles, le travail qui est fait n'est pas le même par rapport aux autres établissements privés. En plus du programme d'études prescrit par le système éducatif, les élèves bénéficient d'un suivi moral et religieux. Nous tenons compte de plusieurs aspects de l'individu. Non seulement on tient compte du plan intellectuel, le plan physique, moral et aussi spirituel. Malgré le bon rendement de ces établissements, certains parents ont préféré inscrire leurs enfants dans des écoles publiques et ou privées simples pour des raisons bien précises. Moi, j'ai inscrit mes enfants pour le cours primaire totalement à l'école publique. Le vrai problème qui se pose par rapport aux écoles privées, il y a affaire de moyens.
nous apprenons de part et d'autre qu'il y a des enfants même qui vont avec de l'opium et qu'ils fument dans la cour, dans les vergers et autres. En tant que parents, on préfère inscrire nos enfants dans les écoles privées parce qu'on constate même que les enseignants eux-mêmes il y en a qui tiennent les classes où se trouvent leurs propres enfants et au lieu de les amener dans leur propre classe, ils préfèrent les inscrire, les déposer dans une école privée avant de revenir dans leur propre école. On a toujours pensé que dans les écoles confessionnelles, il y a une rigueur chrétienne ou musulmane, ou une rigueur tout simplement moderne qui vient se greffer à ce qui est fait du point de vue de l'État. La création des écoles confessionnelles remonte à plus d'un siècle. Dès lors, elles ont su s'imposer par leur rigueur et leur sérieux au travail. À l'instant, un reportage de Mylène Fanon de Calvador Arano, présenté par Jérôme Ongo. Et puis on reste toujours à l'école, mais on parle de cette nouvelle école, fruit de la coopération entre le Bénin et la Chine, qui voit le jour à Abomey. L'inauguration de l'infrastructure a définitivement consacré la bonne santé de cette coopération sino-béninoise. Gilles Dansou. La coopération bénino-chinoise en bonne marche, un acte qui illustre la bonne coopération. Le maire d'Abomey s'en réjouit. Le conseil communal, par ma voix, remercie avec toute la déférence possible le gouvernement béninois et son chef, son excellence, Patrice Talon, pour le choix porté sur Abomey pour abriter ce joyau qui rehausse à la fois son caractère international et son statut de capitale historique du Bénin. Un bon point pour l'agence de réhabilitation de la ville d'Abomey. Pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'urbanisation et de modernisation, nous prenons d'ores et déjà l'engagement de mettre à disposition toutes les fois des sites et d'autres espaces pour la réalisation de nouvelles infrastructures. Celle-ci, dont la République populaire de Chine nous fait, dont augmentera à coup sûr le coefficient intellectuel des enfants du plateau d'Abomey. Une initiative de l'ambassade de Chine, l'éducation, un bon levier de développement. Mes sincères sentiments de remercier pour l'autorité du Bénin, surtout pour son fils et le président de la République. C'est lui, M. Patrice Talon, qui a me donné une occasion pour donner le soutien à son pénata, exprimer mes remerciements pour tout le monde et tous les collègues. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre des Affaires étrangères. Qui construit une école ferme des prisons. Ce que le président Patrice Talon veut pour le Bénin tout entier, ce qu'il veut pour Abomey, c'est des écoles, pas des prisons. Ce qu'il veut, c'est la formation des jeunes. Je voudrais dire aux jeunes qu'une école, c'est pour se former. Nous voulons des jeunes qui se forment. Nous voulons des jeunes qui retrouvent leur dignité par la vertu du travail. C'est le sens du message d'aujourd'hui. Que de belles initiatives. À l'international, à présent, près de 200 migrants nigériens détenus dans des centres de rétention de Tripoli, en Libye, ont été rapatriés mardi vers leur pays d'origine. Les migrants ont été convoyés par avion depuis l'aéroport de Mitiga, à l'est de Tripoli, avec la coordination de l'Organisation internationale de la migration. La Libye vient de procéder au rapatriement de près de 200 migrants clandestins nigériens qui étaient détenus dans des centres de rétention à Tripoli. Le contingent de migrants a quitté par avion l'aéroport de Mitiga, à l'est de la capitale libyenne, dans le cadre d'une opération menée en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations. La première partie est en train d'être rapatriée depuis l'aéroport de Mitiga en route vers le Niger. Au total, il y a, selon moi, environ 50 femmes du centre de rétention de Tripoli et 171 hommes et femmes ainsi que 3 jeunes enfants provenant des autres centres de rétention. Selon les responsables libyens, de nouveaux départs sont prévus dans les semaines à venir et concerneront un total de plus de 900 migrants.
En 2016, l'OIM a assisté 1589 migrants volontairement rapatriés vers leur pays d'origine en donnant la priorité aux plus vulnérables. Les passeurs qui organisent le trafic des migrants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La plupart des départs ont lieu depuis l'ouest du pays, à destination de l'Italie, qui ne se trouve qu'à 300 km. Et puis les 7 représentants syndicaux des médecins kenyans incarcérés lundi ont été remis en liberté mercredi dans l'attente de leur jugement en appel. Le tribunal a ordonné leur remise en liberté jusqu'à la date justement de leur appel le 23 février. D'ici là, ils vont reprendre les négociations avec le gouvernement pour tenter de mettre fin à une grève qui paralyse les hôpitaux publics kenyans depuis 2 mois et demi. Leur peine aura été de courte durée. Les 7 médecins kenyans écroués lundi dernier ont été remis en liberté après seulement 2 jours d'emprisonnement. Les syndicalistes avaient fait appel de leur condamnation à 1 mois de prison. Le tribunal a donc ordonné leur libération jusqu'à la date de leur appel le 23 février prochain. Le temps pour eux de reprendre les négociations avec le gouvernement et de trouver une issue à la grève qui paralyse les hôpitaux publics depuis maintenant 2 mois et demi. Après l'incarcération de leurs 7 membres, le syndicat des praticiens, pharmaciens et dentistes kenyans avait annoncé la rupture de toute négociation, de quoi faire plier le gouvernement jusqu'alors inflexible qui avait promis d'obtenir leur libération. C'est donc chose faite. La grève, démarrée en décembre dernier dans les hôpitaux publics, affecte lourdement les malades contraints de se tourner vers des cliniques privées hors de prix. Outre leurs revendications salariales, les grévistes, soutenus par de nombreux Kenyans, demandent des moyens supplémentaires pour les hôpitaux et la fin de la corruption endémique dans le pays. Et on parle maintenant de cette performance de l'Angola suite au rapport mondial de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Eh bien, l'Angola devance désormais le Nigeria. La production se situe entre 1,62 et 1,65 million de barils par jour pour l'Angola, contre 1,58 million de barils pour le Nigeria. L'Angola, premier producteur africain de pétrole devant le Nigeria. L'information a été rendue publique en même temps que le rapport mensuel de l'OPEP sur la production mondiale de l'or noir. La production actuelle de l'Angola se situe entre 1,65 et 1,62 million de barils par jour en fonction des sources. La production du Nigeria s'évalue quant à elle entre 1,58 et 1,6 million de barils. Le géant ouest-africain continue de se relever d'une année 2016 difficile, marquée par des attaques d'oléoducs. L'Angola regagne sa place de premier producteur après l'avoir cédé en décembre au Nigeria justement. Les 2 économies comptent parmi les plus importantes du continent et dépendent fortement des revenus du pétrole. Alors que les cours du baril tendent à repartir à la hausse, l'OPEP observe toutefois l'amélioration des performances économiques du Nigeria, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre très aimable attention. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi.